Ce sera fait. Bonjour Philippe. Donc Philippe Brunet, donc, qui est professeur émérite de sociologie à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, est un scientifique engagé et va nous parler donc, de la citoyenneté en sciences. Il évoque évidemment un cas particulier, mais qui lui a servi de base un petit peu pour développer sa réflexion. Ouais, mais j'arrive pas à le. Oui. Ah, c'est bon. Ok. Voilà, voilà. Donc, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, alors, on va être assez loin de Cuba, quoi, hein. Euh, Moi, c'est d'un tout petit monde, hein, que je vais vous évoquer. Voilà, donc, en fait, pour resituer un petit peu les travaux que j'ai fait et que je continue de faire. J'ai beaucoup travaillé sur les biotechnologies de la santé, euh, les développements scientifiques et technologiques, évidemment, vus d'un point de vue sociologique. Et j'ai eu l'occasion de me confronter, alors je vais l'expliquer tout à l'heure, à un phénomène qui est un petit peu incident justement à ce développement des biotechnologies et qui s'appelle le biohacking. Donc c'est de ça dont je voudrais traiter, mais très rapidement, voilà, hein, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et donc compte tenu du thème des journées là, hein, d'Espace Marx, donc d'explorer cette question donc de la citoyenneté en sciences et notamment à travers voilà, ce mouvement qui s'appelle euh, le biohacking. Voilà. Euh, alors, euh, peut-être tout d'abord, euh, plusieurs appellations sont synonymes de ce qu'on appelle le biohacking, qui renvoie à un petit univers de hackers. Alors, les hackers, historiquement, c'est plutôt les informaticiens qui se jouent un petit peu du système dominant, qui rentrent dans les logiciels, etc., etc. Et donc, le biohacking, en fait, ce sont des hackers qui s'intéressent, eux, à la biologie. Voilà. Alors, il y a plusieurs appellations, en fait, pour dire à peu près la même chose, dont une, je dirais la principale, ou en tout cas qui est utilisée le plus souvent, c'est Do It Yourself Biology. Donc, euh, fais de la biologie par toi-même, quoi, hein, voilà, vous faites de la biologie par vous-même. Bon. Donc, c'est cette mention-là qui est la plus utilisée. À côté, on trouve aussi, par exemple, biologie de garage, biologie de cuisine, etc., etc. Bon. Donc, il y a en fait un petit peu un trop-plein d'identités imaginaires. Et donc, pour essayer un petit peu de cadrer les choses, je suggère, moi, de référer le biohacking à un mouvement dont on peut dégager quatre traits euh, principaux. Premier trait, son insertion dans un mouvement plus large, revendiquant certaines valeurs liées à une philosophie, à une pratique aussi comportementale, du faire. Voilà, faire quelque chose. Voilà. Gage, en fait, d'autonomie, gage de liberté, et donc en suivant de citoyenneté. Voilà. C'est-à-dire en faisant.
on devient en quelque sorte citoyen. Voilà. Euh, Deuxième trait qui marque ce mouvement, qui est un mouvement international, hein, une certaine individualisation, mais aussi une certaine familiarité dans ce comportement. Donc, qui vise en quelque sorte une mise à distance d'un monde standardisé, institué, et donc éloigné de ces contraintes hétéronomes, quoi, hein. Voilà. Euh, troisième trait important, des lieux communautaires revendiqués comme des lieux différents de la science instituée pour réaliser justement ce faire. Et dernier trait, je dirais, la possibilité permise dans certains domaines de la biologie contemporaine, donc en particulier la biologie évidemment moléculaire, la biologie de synthèse, d'accomplir ce faire. Donc ces lieux, en fait, ils prennent différentes dénominations. Donc là, on retrouve Biohack Lab, Fab Lab aussi. Les Fab Labs, souvent, c'est lié aux universités d'ailleurs. Tiers-lieux scientifiques, tiers-lieux de recherche, etc., etc. Bon. Alors, pourquoi s'intéresser à un tel mouvement? Donc j'avancerai, moi, quatre bonnes raisons. Première raison, il nous révèle comme mouvement, donc en tant que données empiriques observables, certaines forces de travail actuelles assez directement parce que Yvan Lavallée, donc, qui est connu hein, aussi d'Espace Mars, appelle, Espace Mars Aquitaine, hein, la cyber-révolution. Voilà, donc très confusément, en fait, ces forces contestent les rapports sociaux de production et d'échange dominants pour lesquels elles ont été formées en vue d'être engagées, en particulier dans les domaines les plus avancés des biotechnologies. Donc la forme prise en fait par cette contestation relativement fluide, je propose de la nommer, et on verra pourquoi à la fin, pas de côté. Voilà, comme si finalement voilà, ces personnes qui sont engagées faisaient un pas de côté, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce faire que revendiquent ces forces de travail consiste pragmatiquement à faire voilà, un pas de côté vis-à-vis d'un déjà là imposant, quoi, en quelque sorte. Bon. Deuxième bonne raison, me semble-t-il, qui découle justement de cette situation, ce mouvement permet d'explorer cette marge sociale revendiquée comme telle, qui s'installe à côté de la science instituée et qui concerne donc des collectifs, des individus qui ne sont pas, eux, objectivement en marge, ou en tout cas stigmatisés comme tels. Troisième raison, enquêter sur ce mouvement et ses pratiques donc, du faire permet également de réinterroger à nouveau frais le rapport citoyen à cette science instituée. En ce cas, donc là, la biologie, ces technologies afférentes qui touchent au vivant, hein. Voilà. Donc, dans ce rapport, l'un des principes portés par ce mouvement est celui de la science ouverte, open science. On verra de quoi il s'agit. Et enfin, quatrième bonne raison, en tant que marge sociale euh, revendiquant donc l'accomplissement pratique d'une citoyenneté en sciences, via notamment la science ouverte. Euh, donc les postures idéales et pratiques de ce mouvement se font nécessairement critiques de cet existant qui s'impose. Mais dans quelles limites? Voilà. C'est pourquoi je dirais que le biohacking est un objet certes très limité, mais pertinent pour l'analyse de contradictions qui sourdent entre pardon,
force productive et rapport de production dans le système science-industrie contemporain. Alors, dans cette perspective, donc, j'ai enquêté sur un lieu communautaire de biohacking en France qui s'appelle la Paillasse. Alors, ce lieu n'existe plus. Il a disparu en 2020, mais ce fut le lieu de référence indiscuté en France de ce mouvement, un résultat d'ailleurs d'un travail de médiatisation très bien conduit par, par ces dirigeants, on pourrait dire, de l'époque. Alors, vous avez quelques images là. Alors, quelques images euh, qui reprennent des articles journalistiques, justement sur la paillasse. Alors, euh, donc celui de gauche, hein, c'est le journal La Ruche qui dit oui. Voilà, donc le titre, alors on est en 2012, là, octobre 2012, aux portes de Paris, le plus grand laboratoire communautaire de biotechnologie d'Europe. Paf. Bon. L'Obs, en novembre 2014, vous voyez le titre, La paillasse secoue la science. Bon. Et enfin, même Le Monde s'y met, vous voyez, en mars 2017, La paillasse, lieu ovni parisien qui fédère artistes et scientifiques. Voilà, donc vous voyez un petit peu voilà, comment dire, ce cocktail un petit peu médiatique, cette aura médiatique qui entoure ce lieu. Alors, pour ma part, l'enquête que j'ai conduite s'est déroulée de manière en fait très discontinue, pour des raisons qui ne tiennent pas à la paillasse, mais à moi-même. Donc, en fait, j'ai démarré une enquête en 2013, au moment où la paillasse était justement dans un squat euh, à Vitry-sur-Seine. Euh, venait juste de démarrer il y a un an, voilà. Et donc elle était abritée en fait dans un hackerspace informatique qui existe toujours, lui, et qui s'appelle le TMP Lab. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, j'ai enquêté sur une durée assez courte hein, de quelques semaines et surtout à distance, c'est-à-dire à travers les mailing lists de la paillasse, le blog aussi de la paillasse. Bon, et puis quelques petits entretiens que j'ai pu faire. Ensuite, après, j'ai fait une pause dans cette enquête et j'ai repris contact avec la paillasse qui avait déménagé à ce moment-là à Paris, quelques années auparavant. Donc, au printemps 2018, j'ai repris contact. Et donc là, j'ai suivi son itinéraire pendant plus d'une année, notamment à travers un échantillon aussi de résidents de la paillasse, qu'on peut appeler les open résidents, je reviendrai là-dessus. Et donc là, j'ai eu accès à beaucoup de données internes, d'entretien, etc. Voilà. Alors, tout ce travail-là que j'ai fait à partir de 2018, je l'ai peu encore analysé, mais voilà, je me suis permis, disons, de le traiter sous l'angle voilà, de cette citoyenneté. Alors, dernier élément sur cette histoire de la paillasse, donc il y a eu un changement de direction de l'association qui est intervenu donc au cours de la période où j'enquêtais, avec également de nouveaux statuts. Bon, je ne rentre pas dedans. Et in fine, une nouvelle stratégie qui s'est imposée. Et dans une certaine mesure, la nouvelle direction élue, euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec les débuts de la paillasse à Vitry, euh, a fait que, d'une certaine manière, deux mondes à l'intérieur de la paillasse s'opposaient. Donc, il fallait qu'il y ait une des parties qui d'une certaine manière, disparaisse
Donc, ce sont les historiques qui ont en fait disparu. Mais les nouveaux n'ont pas, disons, pu redévelopper quelque chose après leur départ. Voilà. Donc, le lieu a été abandonné et la paillasse, aujourd'hui, n'existe plus pratiquement. Enfin, il existe une association, mais qui est une coquille vide, quoi, hein. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, de très très nombreuses questions sont à examiner, mais on ne va pas traiter aujourd'hui, hein. Donc là, plus précisément, je vais limiter euh, certains points ayant trait donc à cette question de la citoyenneté, notamment le fait que le biohacking revendique de faire la science autrement, en faisant précisément appel à la citoyenneté. Par exemple, dans son programme Open Residence, donc, que la Paillasse a ouvert en 2016, donc il y a eu 3 saisons successives, une par an, hein. Des projets divers et variés sont sélectionnés de telle sorte qu'ils puissent se développer à l'intérieur de la paillasse. Donc là, la paillasse joue, si vous voulez, un petit peu le rôle d'un incubateur, quoi, hein, d'un incubateur à projet, quoi. Et donc, euh, l'appel l'appel à candidature, euh, sur lequel je reviendrai plus tard, mais se terminait ainsi. euh, pour une science et une technologie ouverte, réflexive et citoyenne, réinventons ensemble l'univers du laboratoire. Bon, donc, voilà. Donc, il y a bien une revendication affichée, en tout cas, euh, de citoyenneté, euh, avec cette idée que dans ce qu'est ce lieu, hein, la paillasse, euh, eh bien, on peut réinventer rien moins que cela, la science. Bon, vaste programme, hein. Donc la science à travers de nouvelles formules, en quelque sorte, de laboratoire. Donc réinventer le faire scientifique, quoi, hein. Alors évidemment, on va se demander si c'est bien le cas, et plus largement, de quoi le biohacking est-il véritablement le nom. Donc je vais essayer d'y répondre en 3 points. Premier point, donc, comment la paillasse opère-t-elle justement la promotion d'une citoyenneté scientifique? Second point, donc je donnerai quelques résultats, hein, qui ne sont pas, pas encore complètement définitifs. Et troisième point, quelques enseignements qu'on peut tirer, quoi, hein, de cela. Alors, euh, donc la promotion d'une citoyenneté scientifique. Donc là, il faut entendre ici le pouvoir donné à tout à chacun, à tout citoyen, de faire de la science. Donc deux leviers, en fait, sont indissociables, le discours et le faire. Donc d'un côté, dans le discours, euh, en fait, ce que l'on constate, c'est que se développe toute une phraséologie qui incite à considérer que la science biologique, la biologie, est à la portée de tous et qu'il suffit simplement d'avoir un projet en tête à réaliser. La seule contrainte librement acceptée est de partager l'information sur le projet. Donc c'est ça l'open science. Voilà. C'est-à-dire l'idée que si j'engage une recherche, etc., je montre tout, quoi, hein, de ce que je recherche. Ça découle de l'open source informatique, hein, voilà, hein, l'accès au code informatique, et j'en passe et j'en passe. Bon. Donc, par exemple, dans un reportage sur la paillasse, voici ce que dit l'un des cofondateurs de la paillasse au journaliste qui l'interroge. Euh, N'importe qui peut être membre. Si tu as un projet, tu as les clés du laboratoire en libre service. Ici, nous avons des valeurs fortes comme l'open source et le contre-pouvoir citoyen. Et ça revient. Voilà.
contre-pouvoir citoyen. Bon. Donc ce discours sur la citoyenneté, comme une citoyenneté du libre exercice, du contre-pouvoir, est récurrent tout au long de l'histoire de la paillasse. Et il l'est plus généralement dans l'ensemble du mouvement biohacking, comme on atteste un reportage aussi dans un autre journal que j'ai trouvé sur le web, donc un journal suisse, voilà. Donc, donc on fait parler là aussi un biohacker. La biotech est trop importante pour qu'on la laisse uniquement entre les mains des grandes compagnies. Il faut que les individus aient leur mot à dire. Bon, voilà. Alors, donc en fait, ce discours-là met en opposition deux mondes. Un monde fermé, ceux de la science instituée et de l'industrie, et puis un monde ouvert, celui du biohacking, qui tente, oui, de lui faire face, finalement, au nom d'une certaine citoyenneté. Et donc, d'un autre côté, à côté du discours, il y a le faire. Donc, le faire, dans les premiers temps de la paillasse, alors qu'elle se trouve encore dans le squat hein, de Vitry, sur Seine, de nombreux échanges hein, se font par une mailing list qui fonctionne comme une plateforme en quelque sorte de discussion. Donc on y discute fabrication de machines, par exemple de bioréacteurs, de spectrophotomètres, etc., fabrication de nouveaux produits. Alors je vais prendre un exemple hein, révélateur. Donc dans un fil de discussion, donc il y a Jonathan qui décrit son projet de fabrication d'un spectrophotomètre. C'est un instrument de mesure hein, qui est utilisé notamment en biologie. Donc, dans le fil, en fait, vont intervenir deux autres personnes, essentiellement sur des aspects techniques visant l'amélioration de la proposition de Jonathan. Alors, qu'est-ce que Jonathan dit dans... Alors, vous voyez, là, je l'ai mis, là. Donc, dans le projet de bioréacteur de la paillade, j'étudie la réalisation d'un spectrophotomètre. Je me fixe comme cahier des charges, un, réalisable par tout le monde. Vous voyez, ça renvoie, voilà, avec entre parenthèses, pas de matériel de récup introuvable. Vous voyez, donc la possibilité voilà, de le faire avec peu de moyens. Donc, deuxième point, coût maximum de 150 dollars hors Arduino. Donc, l'Arduino, c'est un espèce d'appareil bon, qui... voilà. Et puis après, se décline, après ces deux points principiels, on pourrait dire, se déclinent vraiment le cahier des charges techniques, quoi, hein, précision minimum de 5 nanomètres, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Donc les deux premiers points avancés par Jonathan sont le fait que donc, le projet puisse être réalisable par tout le monde, hein, il le dit, avec un coût très limité. Donc par ailleurs, on le voit, l'usage de l'Internet comme potentiel évident de substrat et d'échange d'informations euh, est, comment dire, est grandement utilisé quoi, hein, par ces biohackers. Donc c'est tout cela, en fait, qui contribue à la mise en pratique de cette citoyenneté revendiquée. C'est-à-dire, je peux faire, et je peux faire à la fois parce que euh, j'ai la possibilité économique de le faire, donc au sens que ça va coûter peu de moyens, et tout le monde peut le faire parce que finalement, je vais donner les clés du faire. Voilà. Bon, mais par-delà donc ces discours, les souhaits, voilà, revendiqués, qu'en est-il en réalité de l'effectivité de cette citoyenneté? Donc là, quelques résultats hein, que je vous ai dit, non encore définitifs. Alors, je vais limiter mon propos à, comment dire, à deux points.
pour examiner si cette citoyenneté revendiquée tient bien toutes ses promesses, quoi. Donc le premier point, euh, qui peuple réellement la paillasse? Voilà, ça c'est un point qui me semble important. Et puis, deuxième aspect, cette forme dite communautaire est-elle réellement communautaire? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, il y a véritablement association, voilà, comme Jonathan le proposait hein, à travers son mail, voilà, donnez-moi des idées, et puis voilà, on partage tout ça. Alors, qui peuple réellement la paillasse? Donc, toute l'histoire, en fait, de la paillasse, à travers des articles journalistiques, hein, dont je vous ai parlé de certains, et mes propres observations, montrent que la population de la paillasse est une population qui est très majoritairement dotée de diplômes très élevés. Donc, Master 2, doctorat, ingénieur, voilà, ce sont ces gens-là qui sont peuple la paillasse. Donc cette morphologie sociale euh, contribue à constituer en fait un entre-soi qui devient de facto un obstacle pour ceux qui n'en sont pas. Bon, un exemple là aussi que je tire de la mailing list, donc je ne sais pas, qui doit dater pareil de 2013-2014. Bon, donc il y a quelqu'un qui vient dire sur la mailing list ceci. À travers vos projets, vous voulez que la biologie soit accessible à tous. Un forum est l'outil qui permet d'instruire, d'échanger, de structurer et d'organiser les informations pour que tout le monde en profite. J'ai mis trois petits points parce qu'il délaye un peu son propos. Et puis il reprend. Donc je sais qu'il existe le site pour suivre les projets La Paillasse, mais ils sont peu compréhensibles. Le DI-Bio, donc le Do It Yourself Biology, n'est pas vraiment ouvert aux débutants. Un forum permettrait également d'ouvrir des sujets sur les trucs et astuces pour réaliser chez soi, vous voyez un petit peu les aspects individualisation, des expériences simples pour découvrir des phénomènes tout simplement, ou encore pour monter son propre labo dans un coût le plus réduit possible. Donc vous voyez, il y a à travers cette expression-là le fait que euh, cette personne qui écrit euh, est bien tendue vers les objectifs de la paillasse, pouvoir monter un laboratoire, pouvoir faire de la biologie, mais il y a l'obstacle. Comment faire? Comment faire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dedans si, voilà, si on n'a pas un minimum de connaissances. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a l'expression, en quelque sorte, euh, de cette contradiction. Et donc, il existe très clairement un gap entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ce qui a pu être au début, voilà, les premiers échanges dans la paillasse, donc les années 2013-2014, et ce que j'ai vu moi, ensuite à partir de 2018, euh, évidemment, ce sont deux mondes différents. C'est-à-dire que oui, euh, à partir du moment où la paillasse vient sur Paris, euh, qu'elle est contrainte à un certain nombre de choses, y compris parce qu'elle loue un lieu qui est très cher, euh, euh, l'entre-soi devient le mode de fonctionnement. Voilà. Alors, le deuxième point. Donc, l'obstacle n'est pas levé, quoi. L'obstacle n'est pas levé. Tout le monde peut y aller, bah non. Voilà. Bon. Euh, Deuxième point, la forme dite communautaire est-elle réellement communautaire? Alors, c'est pareil, si au départ, on observe bien cette volonté de faire communauté, celle-ci, en réalité, s'efface assez rapidement.
Donc, le déménagement dans Paris intramuros, en Saône-le-Glas, euh, la quasi-totalité des projets. Alors, hors un programme, bon, mais je l'évoque de nom simplement, Epidemium, avec l'entreprise Roche. En dehors de ce programme, la quasi-totalité des autres projets qui se sont développés à la paillasse sont d'ordre individuel. Et de plus, certains, alors notamment celui d'un des fondateurs de la paillasse, qui développe un projet une encre biologique reproductible, donc non polluante, etc., etc., à l'encontre du principe d'open source, clamé haut et fort, y compris par lui, euh, va finir par breveter son projet. Bon. Euh, alors, je donnerai aussi un autre exemple qui montre la difficulté à faire citoyenneté. Donc, je l'ai souligné, hein, pendant 3 saisons, la Payas a ouvert un dispositif appelé Open Residence. Donc, on accueille des projets, le plus souvent individuels, dans ce lieu. Voilà, alors des projets de toutes sortes, hein. Alors, voici comment la proposition a été annoncée, hein, donc, pour l'appel à projet. Donc, une nouvelle expérience radicale à la Payas. Voilà, c'est mentionné comme ça. Bon. Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement officiel du programme Open Residence, dernière expérimentation de la Payas, dans la lignée de sa philosophie originale. Donc, vous voyez, hein, on raccroche au point de départ. Nous allons donner carte blanche pendant au moins 4 mois à 30 personnes, explorateurs, entrepreneurs, scientifiques, créateurs et acteurs engagés, avec l'espace et les ressources humaines et matérielles pour conceptualiser et concrétiser les idées les plus impertinentes et audacieuses. Pour financer ce programme, nous ne vous demanderons pas de contribution financière. À la place, nous vous demanderons l'équivalent de 5 jours par mois de votre temps sous la forme de sessions de travail collaboratifs et interdisciplinaires qui seront appliquées à la résolution de problématiques scientifiques, sociales et environnementales que nous définirons ensemble au fur et à mesure et qui seront financées par nos partenaires. Le reste du temps, la paillasse est à vous. Donc, vous voyez cette idée-là que, euh, en échange euh, euh, d'un lieu gratuit, quoi, hein, d'un lieu d'accueil gratuit qui s'appelle la Payas. Donc les résidents qui ont été sélectionnés devront donner en quelque sorte 5 jours euh, par mois pour la communauté. Voilà. Bon. Alors ce que j'ai pu constater de cet engagement, donc sous forme, on pourrait dire de dons et de contre-dons, quoi, hein, dans une certaine manière, n'était pas vraiment respecté. Alors, je termine hein, par quelques enseignements et hypothèses un peu plus généraux. Euh, je dirais que la citoyenneté ainsi promue à la paillasse est une citoyenneté étriquée, limitée, pour 3 raisons. Première raison, elle s'offre au regard sociologique comme une citoyenneté en réalité censitaire. Le sens ici étant le capital intellectuel sous forme de diplômes, de compétences dont on dispose. N'importe qui ne vient pas par hasard pousser la porte de la paillasse, même si celle-ci semble grande ouverte. Et à ce titre, cette situation n'est pas franco-française. Donc, comme je vous l'ai dit enfin, très rapidement, hein, c'est un mouvement international. Donc, le site bibo.org au niveau international, qui est censé fédérer des biohackerspace sur la planète,
recense en 2023 31 groupes de discussion pour 5000, un peu plus de 5000 membres, voyez, sur la planète. C'est relativement faible. Pardon? Ah oui, 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 oui. Voilà. Euh, donc, il faudrait évidemment pousser un peu plus loin l'investigation, mais vous voyez que les choses sont très limitées. Euh, Deuxième raison, euh, en dehors du principe de l'open science, parfois contourné, hein, on l'a vu, mais globalement quand même, ça tient, les lieux de biohacking ne sont pas des lieux de politisation. Alors, euh, les débats à ce niveau, c'est-à-dire au niveau politique, euh, quelle science on veut, etc., quel rapport on a à la société, etc., en fait, ils sont rares, alors même que c'était promu comme un lieu fort d'échange. Et en tout cas, les débats sont non productifs. C'est-à-dire que chacun y vient avec ses idées et reste avec ses idées. Et souvent, les idées, puisque j'ai pas mal enquêté sur les open résidents, donc ceux qui sont venus temporairement, en quelque sorte, à la paillasse, hein, à un temps donné, quoi, hein, euh, euh, le- le- leurs idées est un véritable patchwork, quoi, hein. Voilà. Donc, on retrouve aussi bien euh, euh, le projet d'une petite entreprise qui veut se monter, que des projets un peu plus, on va dire, citoyens. Voilà, les uns et les autres se côtoient. Donc, s'y côtoient dans ce lieu-là, aussi bien, je dirais, le libertarien que le communautarien. Troisième raison, l'exercice même de la citoyenneté en interne. Donc, dans le fonctionnement même de la paillasse, en fait, ne montre pas de particularité saillante qui la distinguerait d'autres formes d'organisation associative, hein. Ainsi, s'agissant du public des open résidents, ce que j'ai constaté, donc je l'ai évoqué, hein, c'est que les 5 jours par mois, comme forme de contre-don, hein, un don d'accueil gratuit, n'est pas du tout restitué. Donc, autrement dit, euh, l'engagement dans la paillasse s'avère lui aussi limité et étriqué, quoi. Mais alors, si le combat du biohacking pour une citoyenneté en sciences ne conduit pas à ouvrir davantage son public, d'un point de vue sociologique, si les participants eux-mêmes n'élaborent pas de projets politiques communs et ne montrent guère de volonté citoyenne dans le fonctionnement du collectif, de quoi le biohacking est-il le nom? Alors, pour y répondre, alors vraiment de manière très très limitée, je ferai deux hypothèses. Première hypothèse, faire de la biologie par soi-même doit être interprété comme une échappatoire, en fait, devant les grandes difficultés à intégrer professionnellement le système science-industrie tel qu'il est et d'en accepter les contraintes managériales aujourd'hui lorsque l'on y est, y compris le non-sens qui en résulte. Donc, s'il y a quelque chose qui est souvent partagé en commun euh, par euh, euh, les, euh, les présents à la paillasse, quels qu'ils soient, c'est souvent ça, quoi, hein. C'est-à-dire, voilà, ce refus en quelque sorte euh, du, du monde du travail pour eux tel qu'il est, donc soit du monde scientifique, soit du monde de l'ingénieur, etc.
Donc cet échappatoire, en fait, a les traits d'une forme discrète de résistance à l'extension des contraintes hétéronomes générées par ce système. Mais ça n'en fait pas nécessairement une arme politique et donc citoyenne. Deuxième hypothèse, cet échappatoire, elle n'est pas nouvelle s'agissant du travail dans la science. Elle s'inscrit sans être nécessairement saisie comme telle par ses praticiens dans une tradition du salariat scientifique en réaction justement à cette extension. Par-delà les critiques d'inspiration marxienne des années 70, et il y en a eu hein, par rapport à la science, des formes diverses d'alternatives ont été mises en œuvre avec plus ou moins de succès. Alors, je pense en particulier, hein, mais ce n'est pas le seul point, hein, le cas, par exemple, du mouvement des boutiques de sciences. Bon, où voilà, des scientifiques continuaient à être dans le système et en même temps se mettaient à côté du système euh, euh, pour ouvrir en quelque sorte la science. Mais on doit aussi lier cet échappatoire à une tradition plus séculaire, inaugurée parmi les premiers salariés dépossédés, les ouvriers, pour se réapproprier un travail à soi. Vous voyez, on est plus sur cette logique-là que sur une logique véritablement citoyenne, mais un travail à soi, comme en parlait Philippe Bernoux, mais gage d'une réappropriation sociale plus ample. Donc au fond, et je terminerai par là, le biohacking apparaît plus comme un mouvement catalysant des refus d'ordre individuel que comme une force d'entraînement collective vers un autre monde. Mais est-ce qu'il peut en être autrement à partir du moment où le point de départ en serait justement la citoyenneté? Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux en parler comme d'un mouvement pas de côté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton exposé. Pas facile à suivre parce qu'on n'a pas trop l'habitude de l'évoquer. Moi, j'y vois. Excusez-moi. Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Mais bon, j'y vois un petit peu un lien, je dirais, toute proportion gardée, avec ce qu'on appelle les tiers-lieux dans le domaine social, les open space, c'est-à-dire le partage de moyens pour essayer de travailler de manière individuelle et dans des endroits où on n'est pas obligé d'investir de gros moyens techniques et financiers, les SEL, les systèmes d'échange et de partage, puisque ça s'inspire d'un échange, je dirais, d'une partie de son travail contre l'utilisation d'un service, et les ZAD, les zones à défendre. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que les zones à défendre ont d'autres contenus Oui, oui. et une autre résonance que ça. Mais on voit bien que c'est bon, c'est la notion de coopérative de moyens, puis ça correspond tout à fait aujourd'hui à ce qu'on appelle les open space, qui se développent, y compris dans les lieux de travail institutionnels, à l'université, et pas que là, bien sûr, mais dans les entreprises, ça existe depuis relativement longtemps. Donc, effectivement, oui, ça a plus à voir avec les libertariens, et ça me fait penser, en gros, hein, ce qu'on a effectivement magnifié, je dirais, chez les Américains, avec l'exemple de Zuckerberg ou d'Elon Musk, hein, qui ont inventé dans leur garage euh, la, la, le Facebook et puis je ne sais quel autre moyen de communication et socialisé aujourd'hui. Enfin, je, 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 évidemment, on voit bien que dans la société d'aujourd'hui, il y a un questionnement notamment dans les catégories sociales que tu évoques, ingénieurs, cadres, techniciens, chercheurs, universitaires. Il y a le mythe ou il y a l'envie en tout cas de s'extraire de toute structure collective qui sont a priori supposées comme contraignantes, insupportables, et donc la liberté ça serait justement de s'extraire de tout lien socialisé pour aller vers des structures te garantissant la possibilité de faire et de créer
indépendamment. Est-ce que ça a des liens avec l'association Sciences Citoyennes? Je ne pense pas. Alors, non, ça n'a jamais eu de lien direct avec l'association Sciences Citoyennes, puisque l'association Sciences Citoyennes part en fait euh, de la science instituée, c'est-à-dire que Sciences Citoyennes est une association essentiellement managée par des scientifiques institués, mais qui, évidemment, eux aussi, euh, tentent de promouvoir un autre rapport social à la science. Mais pas nécessairement, je dirais, dans le faire direct, mais dans le faire indirect, en quelque sorte. Voilà, c'est-à-dire que science citoyenne va être un point d'appui pour développer des sciences dites participatives à partir des institutions établies, que ce soit l'INSERM, l'INRA, le CNRS, que je ou telle université. Voilà. Donc c'est pas tout à fait euh, le, le même registre, mais précisément parce que sciences citoyennes, d'un côté, est issue du monde institué, du monde de la science instituée. La paillasse est issu d'un monde qui n'a pas pu rentrer dans la science instituée ou qui a refusé de rentrer dans ce monde-là, quoi, hein. Voilà. Ou qui en est sorti par, euh, par désespoir, que sais-je. Voilà. Alors, simplement, tu évoquais, c'est plus libertarien. Je ne sais pas, en fait. Non. Je crois qu'il y a plutôt euh, comment dire, euh, juxtaposition, juxtaposition euh, de points de vue très différents. Et donc, en fait, les débats, quand il y en a eu, n'aboutissent à rien. Et finalement, mieux vaut ne pas faire de débat, quoi. Voilà. Donc, précisément parce qu'il y a cette juxtaposition. S'il y avait à la limite qu'un seul trait, communautarien d'un côté euh, ou libertarien de l'autre, euh, le, comment dire, la structure aurait pris définitivement un pli, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, justement. Voilà. Un pli organisationnel, un pli institutionnel, quoi. Pardon. Vas-y, Marc, tu veux intervenir? Excusez-moi, hein, mais Je vais repartir avec le Covid. Mais, vas-y. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Lubat, oui, instrumentiste. enfin, je le connais pour être allé quelques fois au festival, oui. Ah, bon, mais voilà. Alors, donc, est-ce que l'USEST Biovaci? Parce que Non. quand il venait au Manif en 73, venez à l'USEST, on fait des choses là-bas, venez nous voir, venez nous épauler. Donc, Bon, est-ce que- oui. Alors, euh, c'est pas la même chose, évidemment. Mais en même temps, la question que vous posez, ou que tu poses, c'est voilà, quel lien il pourrait y avoir. Alors, je dirais deux choses. Euh, Par-delà le festival du Zest, euh, alors, ce que j'ai pas évoqué, mais parce que j'ai pas eu le temps de l'évoquer, des mouvements comme le biohacking promeuvent aussi, et de manière pratique, euh, des rencontres fortes entre les milieux de la science et les milieux artistiques. Bon. Donc ça, c'est documenté, enfin, bon, voilà, et la pagasse comment dire, a joué son rôle là-dedans. Mais je dirais que de ce point de vue-là, justement de ce point de vue-là, euh, ça contribue encore davantage à l'enfermement, c'est-à-dire à l'entre-soi, que voilà.
Parce que c'est des mondes qui peuvent se parler ou qui pensent pouvoir se parler et collaborer précisément au nom d'une certaine liberté du faire. Enfin, je veux dire, on est artiste parce que d'abord, on est libre de faire, quoi, hein. Et donc là, vous voyez, côté science, on se donne, en tout cas, on a la volonté de vouloir libérer la science, voilà, et donc de faire ce que l'on a envie de faire aussi. S'agissant de deuxième élément de réponse, euh, euh, s'agissant de Uzeste, pour y avoir assisté en tant que spectateur, hein, voilà, hein, quelquefois, et y avoir pris beaucoup de plaisir, hein, euh, bon, l'UBA en fait un lieu politique, c'est évident. Bon. Et il y a des organisations pour cela aussi. Bon, la CGT notamment. Euh, donc ça, c'est très clair, quoi, hein. Voilà. Donc il y a un projet politique. Euh, mais ce projet politique, à mon avis, mais c'est comme ça, hein, que je livre mon point de vue, n'a de sens que dans un projet artistique. Et ce projet artistique, alors, il est lié, à mon avis, du point de vue de l'UBA, dans un refus du monde institué, du monde artistique, mais disons du monde commercial artistique, mais qui n'enlève rien à la professionnalité des artistes qui se produisent à Uzeste. C'est-à-dire qu'il y a, se donnent eux-mêmes une exigence très forte, quoi, hein, enfin, du point de vue du jazz, etc. Enfin, bon, chaque fois, on assiste à des concerts qui sont. Je ne suis pas un spécialiste du jazz, hein, mais qui sont vraiment de haute tenue, quoi, hein. Donc voilà. Donc là, il y a une professionnalité assumée en dehors du système institué. Côté Pagasse, euh, il y a une professionnalité revendiquée, certes, mais pas nécessairement finalement en dehors du monde institué. Bon, là, j'ai pas eu le temps de développer, mais le fait que la Pagasse, une fois qu'elle a déménagé dans Paris, elle n'a pu vivre que parce que il a fallu qu'elle fasse rentrer des sous, quoi, hein. Euh, le loyer, du local, parce qu'il était très très grand, enfin lui, oui, il lui pompait plus de 100 000 € par an. Donc il faut les trouver, quoi, hein. Voilà, déjà ça, quoi, hein. Et après, il y a le reste. Donc la paillasse a noué des partenariats, notamment avec Roche, donc l'entreprise Roche, hein, de la Big Pharma, quoi, hein, Roche, voilà, pour faire un programme qui s'appelle Epidemium. Bon, voilà. Donc la paillasse a pu gagner que ce programme se fasse open source. Bon, il fallait aller chercher des données numériques de patients. Enfin bon, je ne rentre pas dans le. Voilà. Collationner et construire une banque de données. Ok, Autour de patients. vas-y. C'est un petit peu plus fort parce que j'ai des problèmes d'audition Une aussi. question, mais je suis pas sûre d'avoir compris le concept du boîtier. Est-ce que, je comprends plusieurs choses, est-ce que ça consiste en fait à court-circuiter les entreprises, parce qu'ils avaient l'air de dire que c'était ça au niveau À court-circuiter les entreprises? à court-circuiter la mainmise des entreprises ou des grandes entreprises sur la recherche. Euh, alors, alors, oui, oui, oui. Alors, en fait, oui, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire le biohacking se revendique comme une expression de ce qui serait une expression de la science et des technologies en biologie, euh,
hors des systèmes institués. Hors des systèmes institués. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, on veut casser le système institué. Mais c'est de se dire que par ce biais-là, on va faire venir du monde, des citoyens, euh, à la prise en charge par eux-mêmes de la biologie. Ce qui est un petit peu fantasque, quoi. Hein. Voilà. Comment? Apparemment, c'est un échec. Si tu veux Alors, pas faire appel finalement, c'est un échec sous cette forme-là. C'est un échec sous cette forme-là. Mais en réalité, euh, il existe un biohacking, je dirais, complètement institué, vous voyez, par l'intermédiaire des Fab Labs dans les universités, etc. Alors, mais là, ça signifie quoi? Ça signifie que les universités, alors pas toutes, hein, mais voilà, mais proposent des Fab Labs au sens de proposent, comment dire, des outils de première main, voilà, pour des gens qui veulent apprendre, qui veulent développer, etc. Bon, voilà. On est Mais obligé ce qui de. reste relativement limité. Notre invité, le prochain, est déjà là. Et donc, on va être obligé d'arrêter. Ah, mais Peut-être, oui, oui, oui. Ah, dérange oui, moi, il n'y a pas. pas de. Merci en tout cas Merci à vous. de ces réflexions. Alors, Jean, 2 minutes. Allez.